Alors, rebonjour à tous. Comme je viens de le dire, cette séance, c'est une séance de révision où on va essayer de fixer les idées. Et bien sûr, principalement, je vous donnerai la parole au cas où vous avez des questions, des doutes, des choses que vous n'avez pas compris. D'accord? Donc, en principe, je devrais répondre aux doutes et aux questions que vous avez. Déjà, donc, j'ai noté quelques questions sur mon carnet de notes. Auxquelles je vais essayer de répondre. Mais avant ça, je vais essayer un petit peu de vous rappeler quelques, on va dire quelques clés, grosso modo, répondre aux questions durant donc, le jour du contrôle. D'accord? Alors, si vous vous rappelez bien, on avait commencé par les atomes polyélectroniques. D'accord? Donc, on avait, pour le premier contrôle, pour la première partie de ce cours, est-ce que vous m'entendez en premier? Je ne sais même pas si vous m'entendez. J'espère que quelqu'un peut me répondre et peut me confirmer que vous voyez bien mon écran. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Très bien. Donc, si vous vous rappelez bien, donc la première partie de ce cours, elle était en relation avec l'atome d'hydrogène. Et ensuite, vous êtes passé à un atome qu'on a nommé hydrogénoïde. L'atome d'hydrogène, on sait que son Z est égal à 1. Et on sait qu'un hydrogénoïde, ça sera un atome qui a un Z différent de 1, mais qui contient un seul électron. D'accord? Donc on est allé d'un cas spécial qui est l'hydrogène. Ensuite, on a essayé de le généraliser sur les hydrogénoïdes en introduisant donc le numéro atomique Z. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est essayer de généraliser encore plus donc, tout ce qui est électrons et tout ce qui est donc, configuration électronique et énergie dans le cas des atomes qui contiennent plusieurs électrons, ce qu'on avait nommé les atomes polyélectroniques. D'accord? Quand on a plusieurs électrons, ce qu'on avait dit, c'est que ce qui va se passer, c'est que les électrons auront des interactions entre eux s'ils sont sur la même couche, ou bien entre eux s'ils sont sur donc, des couches qui sont inférieures. Et bien sûr, ils vont effectuer aussi un effet qu'on a nommé effet écran entre donc votre noyau, l'interaction entre le noyau et tout ce qui est donc électrons. D'accord? Et on avait dit que, d'après Slater, on a besoin de corriger le numéro atomique Z par un numéro atomique Z étoile. Ça sera le numéro atomique, on va dire, effectif dans ce cas. Et on devrait aussi corriger donc, notre nombre quantique principal par un nombre quantique 1 étoile qui sera donc ce qui est réel à cause des interactions. D'accord? Donc, d'après Slater, il a introduit la notion d'écran des électrons entre eux et entre le noyau et ses électrons. D'accord? Pour ce faire, donc Z étoile est égal au Z au numéro atomique moins la somme donc, des effets écran des différentes couches. D'accord? Et on avait dit que chaque couche donc, sera affectée par les couches qui sont donc, par les électrons qui sont sur la même couche et par les électrons qui sont dans des couches qui sont en dessous. D'accord? Pas au-dessus. Au-dessus, donc toujours c'est 0. D'accord? Il n'y a pas d'effet des couches qui sont au-dessus. Et bien sûr, le calcul il est effectué pour chaque électron. Donc le calcul d'énergie sera calculé pour chaque électron. Alors, pour une couche donnée, son énergie, l'énergie de cette couche, de tous ces électrons, sera donc cette énergie d'un seul électron fois le nombre d'électrons que contient cette couche. D'accord? Et aussi, donc, on avait dit que n est remplacé par n étoile, bien sûr, qui varie à partir de n est égal à 4. D'accord? Donc, n inférieur à 4, strictement inférieur à 4, on a la même valeur. N et n étoile ont la même valeur. À partir de n égale à 4, les valeurs donc diffèrent et vous devriez
donc connaître ces valeurs. J'insiste sur le fait que je ne sais pas si on va vous donner donc ce tableau et celui-là. D'accord? Parce qu'en principe, pour les gens de la section MIPC, en général, on leur donne ces données. D'accord? C'est inutile réellement d'apprendre ça. Mais vous devriez consulter avec votre professeur de cours pour savoir si vous êtes obligé d'apprendre le tableau ou pas. D'accord? Et ensuite, donc ce qu'on a dit, c'est que on a les mêmes relations que vous aviez pour un atome hydrogénoïde qui contient un seul électron. On a les mêmes relations, mais on va remplacer donc Z par Z étoile et N par N étoile. D'accord? Et j'ai dit que donc l'énergie totale dans ce cas de tous les électrons sera quoi? Sera la somme des différentes énergies des différentes couches pour l'électron de cette couche fois le nombre d'électrons que contient cette couche. D'accord? Donc vous avez les mêmes relations, vous n'avez pas besoin de réinventer tout. D'accord? Vous avez les mêmes relations. Vous devriez seulement remplacer N par N étoile et Z par Z étoile. D'accord? Et on avait vu donc un des exercices qu'on avait vu, où on a appliqué donc les règles de Stater, où on a pu calculer donc les charges effectives. Ici, j'aimerais insister sur un seul fait. Vous devriez donc distinguer entre ce qui est première, deuxième, troisième, quatrième, etc., ionisation, de ce qui est donc l'ionisation d'un tel nombre d'électrons. D'accord? Si on parle de la quatrième ionisation, ça veut dire donc on est passé de la troisième ionisation à la quatrième ionisation. Si on parle de tel nombre d'électrons, ça veut dire qu'on va arracher tous ces électrons en même temps. D'accord? Pour ce qui est du calcul, donc on avait vu la relation donc, générale, on a dit qu'on a notre tableau, donc ça sera le nombre d'électrons sur la couche fois donc l'effet d'une couche sur une autre, donc de la couche qu'on étudie avec donc les autres couches qui l'affectent. D'accord? Que ce soit cet électron, par exemple, pour la couche 3s, 3p, donc cette couche, on a un électron qui sera affecté par combien d'électrons sur la même couche? Donc, 3 électrons, ça sera 3 fois, d'après le tableau, 0,35 pour 3 sp affectant un électron de 3 sp, plus, donc, on a combien d'électrons ici? On en aura 8, 8 électrons sur cette couche, fois son effet. Son effet, c'est de combien? C'est de 0,85. Et ici, 2 électrons sur un S fois 1 qui est son effet. Donc, ces 3 électrons affectent celui-là. Ces 3 électrons affectent celui-là. On a les 3 électrons ici, avec leur effet. Ces 8 électrons affectent ce même électron. D'accord? Donc, c'est 8 fois leur effet. Ici, on a 8. Et ces deux-là affectent ce même électron. Donc, on a 2 fois son effet qui est. Bien sûr, par équivalence, cet électron peut être aussi comme celui-là, comme celui-là et comme celui-là. C'est pour ça que l'énergie de cette couche 3s, 3p, ça sera combien? 4 fois l'énergie de la couche 3s, 3p. D'accord? Donc ici, pour l'énergie totale, vous voyez que vous avez 4 parce que vous avez 4 électrons sur cette couche. Donc quand vous faites le calcul de cette énergie, ici, j'espère que vous voyez bien. Donc, je vais changer de couleur ici pour que ce soit plus clair. Donc, ici, cette énergie, c'est pour cet électron tout seul. Mais la couche contient 4 électrons. C'est pour ça que pour l'énergie totale, on a 4 fois cette énergie. D'accord? Ensuite, 8 électrons ici fois l'énergie d'un seul électron de 2s de p, etc. etc. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ce que je voulais aussi vous dire à ce niveau, c'est que quand vous voulez calculer, par exemple, l'énergie d'ionisation, par exemple, dans ce cas, je vais prendre un exemple qui soit un peu plus facile. Dans ce cas, Si3+, donc la quatrième ionisation dans ce cas, Si3+, on a l'ionisation et on va former Si4+. D'accord? Donc, on a perdu un seul électron. Ce que vous devriez faire, même si des fois c'est facile pour vous de voir, d'accord? Vous allez dire, donc, je peux enlever ça de cette énergie et je vais faire le calcul directement de E3S3P, d'accord? Je vous conseille, il vaut mieux de faire la configuration, de retrouver la configuration électronique de Si3+, Si4+, et refaire le calcul complet. D'accord? Ce n'est pas parce que parce que je vous traite moins intelligent ou bien vous êtes stupide, mais c'est pour être sûr d'avoir la bonne valeur. D'accord? On est des scientifiques, vous devriez retrouver donc les valeurs qui soient donc bien précises. D'accord? Peut-être que vous avez compris, mais à cause de votre rapidité, vous essayez de faire les choses d'une manière très, très rapide à cause du temps. Vous allez dire donc directement, je vais enlever ça, directement, et je vais retrouver seulement cette énergie de cet électron qui est sur 3s3p. Oui, mais des fois, vous avez des cas qui sont plus compliqués. Je ne sais pas si on en avait vu quelques-uns, je crois. Et là, les choses donc se compliquent. Donc, vous pouvez donc vous tromper, avoir des valeurs qui sont erronées, d'accord? Même si vous avez compris. Donc, essayez de détailler votre réponse pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver, d'accord? Donc, ici, en résumé, j'avais dit qu'on avait commencé par donc, un atome d'hydrogène, Z est égal à 1, Z étoile est égal à 1, N est égal à 1. Donc, si vous rappelez de ces relations, il suffit de remplacer soit pour un hydrogène de Z est égal à 1 et N est égal à 1. Pour un hydrogénoïde, donc, vous allez remplacer par donc, Z dans ce cas et son N correspondant, bien sûr, Z supérieur à 1, donc Z étoile est égal à Z. Et pour l'atome polyélectronique, vous avez besoin de faire le calcul de Z étoile. D'accord? Grâce à donc, la relation de Slater. Jusqu'à ce point, pour résumer, quel est l'intérêt de tout ce que vous êtes en train d'étudier? Donc, tout système, en général, il tend à essayer de devenir de plus en plus stable. D'accord? Un système quelconque essaye toujours de diminuer au maximum son énergie. D'accord? Et dans le cas des éléments du tableau périodique, excusez-moi, dans le cas du tableau périodique, les éléments ils vont essayer de tendre à devenir donc des gaz rares. D'accord? Les gaz rares qui sont sur cette colonne. Les gaz rares sont les seuls qui sont complètement stables. D'accord? Parce qu'ils ont leur couche de valence complètement remplie. Les éléments, ils vont essayer, donc tous les éléments qui sont à gauche des gaz rares, tous ces éléments, ils vont essayer de devenir plus stables, d'avoir une configuration électronique d'un gaz rare. Comment ça? Soit en essayant de capter des électrons, ou bien de céder des électrons. Et ce captage, ou bien cette cession d'électrons, elle peut être effectuée grâce à quoi? Grâce aux liaisons chimiques. D'accord? Donc, un élément comme le fluor, qui a une configuration électronique tout proche de celle du néant, a besoin de combien d'électrons pour avoir une configuration électronique du néant? Il a besoin d'un seul électron. D'accord? Donc, il va essayer de pêcher cet électron. Où ça? Il va essayer de le pêcher dans une liaison covalente. D'accord? Dans une liaison je ne sais pas, donc quelqu'un qui a répondu à une question à laquelle j'avais donc déjà envoyé un message. Très bien. Je reprends. Donc pour le fluor,
par exemple, il a besoin d'un seul électron pour avoir une configuration électronique du néant. Il va essayer de pêcher cet électron ou ça à travers une liaison donc covalente. D'accord? Il va essayer de prendre un électron d'un autre élément. Si on regarde le tableau périodique, donc l'hydrogène par exemple, je vais enlever cette croix que j'ai mis ici. Si on regarde l'hydrogène, pourquoi il ne veut pas? Si on regarde l'hydrogène, l'hydrogène a besoin d'un seul électron pour avoir une configuration électronique de l'hélium. Le fluor, il a besoin d'un seul électron pour avoir une configuration électronique du néant. Donc, si le fluor donne un électron à l'hydrogène et l'hydrogène donne un électron au fluor à travers cette liaison, l'hydrogène a une configuration électronique comme ça. D'accord? Et il a besoin d'un électron de plus. Donc celui-là, ce n'est pas son électron à lui. Il a besoin d'un électron de plus pour avoir la configuration électronique. Pour avoir la configuration électronique de quel élément? De l'hélium. D'accord? Donc celle-là, ça sera une configuration électronique d'un gaz rare. L'hydrogène devrait être plus stable. D'accord? Il va pêcher cet électron, où ça? Donc, du fluor. Donc le fluor, sa configuration électronique ou bien sa couche de valence, ça sera quoi? Ce sera 2s2, 2p5. D'accord? Donc on aura les deux de S2. Donc les deux D2P et un électron ici. Donc il va être le cinquième de la sous-couche P. D'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Celui-là va pêcher un électron pour avoir la couche du néant qui est 2s2 de P6, ou ça, de la couche donc, de l'hydrogène 1s1. Ils vont mettre donc en commun ces deux électrons. Celui-là maintenant, d'un côté, a la configuration électronique donc de l'hélium. Et celui-là, avec cet électron d'hydrogène, ça sera la configuration électronique du néant. Et comme ça, donc le fluor est devenu plus stable et l'hydrogène est devenu plus stable. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt de tout ce que vous avez vu. C'est de voir comment donc, vont se former les molécules et les composés dans ce cas. Et l'objectif, c'était quoi? C'est que chaque élément essaye d'arriver à un état qui est plus stable. D'accord? Donc, il va essayer de diminuer son énergie. Donc, chaque système dans l'univers, je crois que vous l'avez déjà vu en thermodynamique, va essayer donc, de diminuer son énergie au maximum pour devenir plus stable. D'accord? C'est la même chose pour les éléments. Donc, les éléments, ils ne peuvent se trouver, à l'exception des gaz rares, ils ne peuvent se trouver dans la nature, dans leur état comme ça. D'accord? Ils sont toujours mis en liaison sous forme d'oxyde, sous forme de sulfate, sous forme de composés, d'accord, pour être plus stable. Jusqu'ici, donc, tout ce que vous aviez vu vous a emmené à tracer le tableau périodique, si vous vous rappelez bien. D'accord? Donc, le tableau périodique, il vous permet de sortir un nombre de propriétés que peuvent avoir les différents éléments. D'accord? Une des propriétés les plus importantes, on a dit que c'était l'électronégativité. Et on avait dit que l'électronégativité, pour une même colonne, donc
augmente de bas vers le haut, ça veut dire qu'elle augmente avec la diminution de Z. Et l'électronégativité, donc sur une même période, augmente de gauche à droite. Elle augmente pour une même période avec l'augmentation de Z. D'accord? Donc, en général, l'électronégativité va augmenter dans ce sens. D'accord? L'élément le plus électronégatif devrait être donc l'hélium ou bien le néant. D'accord? Donc, le fluor, il est plus électronégatif que l'oxygène et que le chlore. D'accord? Donc, ça, c'est une première propriété qu'on avait vue. Ensuite, on avait vu d'autres propriétés telles que donc, le rayon, on va dire, qui parle de rayon, on va parler aussi de la taille de cet élément, d'accord, qui donc augmente de droite à gauche sur la même période. Ça veut dire que le rayon, il augmente avec la diminution de Z, d'accord? Et ce même rayon donc augmente de haut vers le bas pour la même colonne. Il augmente de haut vers le bas, ça veut dire le rayon il augmente avec l'augmentation du nombre atomique Z. D'accord? Donc le rayon, pour que vous vous rappeliez, tout simplement, le rayon, il va au contraire de ce qui est électronégativité. D'accord? Si vous vous rappelez que l'électronégativité augmente dans ce sens, donc de bas vers le haut, de gauche vers droite, je ne sais pas si vous me voyez donc directement, bien je suis donc inversé, mais bon, de bas vers le haut, de gauche vers droite pour l'électronégativité, le rayon ou bien la taille de notre élément, elle va donc augmenter de gauche, donc c'est l'inverse de l'électronégativité, de droite pardon, vers la gauche et du haut vers le bas pour ce qui est de la taille, d'accord? Et ensuite, on a l'énergie d'ionisation aussi, qui augmente dans le même sens que l'électronégativité, d'accord? En plus, ce qu'on a vu au niveau de notre tableau périodique, que quelques éléments, déjà, ils ont des noms qui sont bien connus. Le fait de connaître ces noms, il vous permet de retrouver quoi? De retrouver leur configuration, leur couche de valence. Même si vous ne connaissez pas donc, le nombre quantique principal n, vous pouvez retrouver donc grosso modo leur configuration électronique de valence. Par exemple, pour les gaz rares, on sait qu'ils auront donc une couche la plus externe, la couche de valence, qui est n. Donc n, on ne connaît pas la période, mais on sait que ce sera un NS2, NP6. D'accord? Les halogènes, c'est la colonne qui est à côté des gaz rares. D'accord? C'est la voisine des gaz rares. Sa configuration électronique, sans connaître le nombre quantique principal n, vous savez que ça sera une configuration du type NS2, NP5. D'accord? On a les alcalins et on sait qu'ils devraient être d'une configuration électronique NS1. D'accord? Les alcalinotéreux, on sait qu'ils vont terminer par une configuration électronique NS2. En plus de ça, donc, ceux qui sont les plus fameux aussi, ce sont les métaux de transition qui sont sur le bloc ici, D. Donc forcément, leur configuration électronique, elle devrait être du type NS. Je ne sais pas combien. Donc, non, je sais pas que je ne sais pas combien. Donc, ce sera NS2. Donc, ensuite, N-1, D, etc. Et ensuite, donc, elle va terminer par un N-1, D, pardon. D'accord? Donc, en respectant bien sûr la règle de Kleczkowski. Ça veut dire que vous devriez forcément faire rentrer ici une sous-couche D, d'accord? Et le nombre donc, qui va l'accompagner, ici, ce sera un N-1, le nombre quantique principal, moins 1. D'accord? Donc, tout ceci, ce sont des informations que vous pouvez utiliser pour résoudre des problèmes. D'accord?
Qu'est-ce que je voulais rajouter ici? Donc, la seule chose sur laquelle je vais insister encore une fois, c'est que faites attention. En général, si vous avez donc un D4, donc il peut être écrit sous forme de NS1, N-1, D6. Et si vous avez un D9, il peut être écrit parce que c'est une configuration qui est plus stable. Donc, vous voyez que je reviens toujours à la stabilité. Donc, un D9 peut être écrit sous forme de NS2, N-1, pardon, NS1, N-1, D10. D'accord? Parce que c'est une configuration qui est plus stable au niveau énergétique. D'accord? Alors, ici, bien sûr, vous allez voir que donc pour l'exercice 1 de la série numéro 2, en vous donnant seulement donc, quelques informations, vous pouvez retrouver exactement la position de chaque élément à travers ces données. D'accord? Donc, on nous donne donc l'élément avec z est égal à 22. Ici, il suffit de retrouver la configuration électronique de cet élément et ensuite le placer, sans connaître l'élément bien sûr, et ensuite le placer sur le tableau périodique. Donc ici, pour z égale à 22, donc pour l'élément A, la configuration est de 4S2, 3D2. C'est un élément de transition qui va se positionner donc ici. Un autre exemple, donc l'élément le plus électronégatif des halogènes. D'accord? On vous donne, retrouver donc, par exemple, c'est l'élément le plus électronégatif des halogènes. Donc on avait dit que l'électronégativité, elle augmente donc, dans ce sens et dans ce sens. Les halogènes, ce sont des éléments qui sont voisins aux gaz rares. Ils ont une configuration de P5. Celui qui est le plus électronégatif sera celui qui est donc le premier ici, parce que sur la même colonne, l'électronégativité augmente dans ce sens. Donc, ce sera celui-là. D'accord? Donc, etc., etc. Vous voyez qu'en ayant ces informations, ces données, en connaissant le tableau périodique et comment varie le rayon, l'énergie d'ionisation, l'électronégativité, en connaissant quelques informations sur les éléments donc, du tableau périodique, sur les éléments de méthode de transition qui ont des couches D, les alcalins, alcalino-TRE, leur terminaison, vous pouvez facilement donc, déterminer quels seront ces éléments. D'accord? Ensuite, on est passé à ce qui est donc représentation de Lewis. La représentation de Lewis, c'est comment représenter sur un plan donc une molécule ou bien un composé ou bien un ion composé bien sûr de plusieurs éléments, sur le plan en faisant apparaître les différentes liaisons entre les éléments et les différents doublés qui peuvent être portés par les différents éléments. D'accord? Donc, pour la représentation, bien le schéma de Lewis, on avait dit que, premièrement, on devrait détecter l'atome central. D'accord? L'atome central, j'avais dit que, et j'insiste sur ça, vous avez tout écrit, donc tout est écrit sur les réponses, ici, du corrigé, d'accord? Donc, pour l'atome central, j'avais dit que, en général, l'atome central ne peut être l'hydrogène et ne peut être l'oxygène, à l'exception de H2O, d'accord, où l'atome central est l'oxygène, d'accord. Pour H2O, c'est le seul cas où l'oxygène est l'atome central. En général, l'hydrogène et l'oxygène, ils ne prennent pas la position de l'atome central, d'accord. La seule exception, à moins celle que je connais moi-même, c'est H2O où l'oxygène est l'atome central. Par la suite, quel sera l'atome central pour les différents éléments? L'atome central, en général, c'est un atome qui est le plus électropositif, à l'exception de l'hydrogène et de l'oxygène. Pour, par exemple, donc, NH3, l'atome central devrait être l'azote. D'accord? On a dit à l'exception de l'hydrogène. L'hydrogène est plus électropositif dans ce cas que l'azote, mais on a dit que l'hydrogène et l'oxygène ne prennent pas l'atome central, la position d'atome central. D'accord? CH4, dans ce cas, encore une fois, l'hydrogène ne va pas prendre la position d'atome centrale, ce sera le carbone. D'accord? Donc, ce sont des cas qui sont faciles.
Maintenant, passons à donc, beryllium, chlore, BeCl2. Quel sera l'atome central? Est-ce que ça sera le chlore ou bien le beryllium? D'après le tableau périodique, comme on change l'électronégativité, l'électronégativité sur donc, le tableau périodique, donc sur une même période, donc elle augmente dans ce sens. Et sur une même colonne, elle augmente dans ce sens. Donc le beryllium, il n'est pas sur la même colonne que le chlore. Mais on sait que donc, les éléments qui sont le plus à gauche sont plus électronégatifs que les éléments qui sont donc, à droite parce que donc, elle augmente réellement donc, dans ce sens en diagonale. D'accord? Ça veut dire que le chlore, il est plus électronégatif que le beryllium. Puisque le beryllium il est plus électropositif, dans ce cas, il va prendre la position d'atome central. D'accord? Même chose pour donc, le bore et le fluor. Celui qui est le plus électropositif va prendre la position d'atome central. Ce sont des exemples qui sont faciles. C'est juste que je suis en train de vous donner la justification. D'accord? Mais si vous venez ici et vous prenez directement le bord qui sera atome central, donc c'est correct, parce que vous savez que vous avez 3 fluors. Donc les fluors, ils seront donc autour. D'accord? C'est un exemple qui est facile. Mais je suis en train de vous donner l'interprétation, bien l'explication pourquoi. D'accord? Donc le bord et le fluor, donc dans ce sens, le fluor il est plus électronégatif que le bord il est plus électropositif que le fluor, donc ce sera le bord, dans ce cas, qui va prendre la position d'atome central. Et ainsi de suite. D'accord? Donc vous allez voir que pour tous ces éléments que vous avez, ces composés pardon, que vous avez ici, l'atome central est pris par l'élément qui est le plus électropositif. D'accord? À l'exception de l'hydrogène et de l'oxygène. Et j'insiste sur ce fait. D'accord? L'oxygène, il prend une seule fois l'atome central, c'est sur H2O. L'hydrogène, il ne prend jamais l'atome central. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas effectuer plusieurs liaisons. D'accord? Alors, donc pour la représentation du schéma donc de Lewis, on avait vu deux méthodes. Une méthode où directement avec donc, vos différentes couches ou bien vos différents cases quantiques, vous pouvez détecter que vous devriez effectuer donc de passer un état excité. D'accord? Donc par exemple dans le cas du beryllium, chlore, donc on a 2 chlores, on retrouve la configuration électronique pour le beryllium, pour le chlore, et ensuite il suffit de retrouver donc les différentes liaisons. Si on regarde donc, dans un premier temps le beryllium, à l'état fondamental, on a 2 électrons, mais ils sont déjà donc appariés. Il n'y a pas de possibilité d'effectuer une liaison. Or, donc faites attention, on vous dit que BeCl2 existe. Ça veut dire que vous devriez effectuer une liaison. Pour ce faire, vous devriez passer à l'état excité, ici, et comme ça, vous avez 2 électrons donc, qui sont célibataires, et vous avez un électron sur le chlore qui est célibataire, vous pouvez effectuer donc votre liaison. D'accord? Donc vous devriez passer à l'état excité. Forcément. Qu'est-ce que je voulais rajouter donc ici? J'avais dit qu'il y avait 2 méthodes pour ce faire. Donc il y a une méthode que j'ai appelée donc la méthode des comptes. D'accord? Où vous pouvez faire le compte et retrouver le nombre de liaisons que vous pouvez effectuer. Vous pouvez directement représenter votre molécule, molécule ici, votre molécule ici, par la représentation de Lewis, d'accord, ou bien le schéma de Lewis. La méthode des comptes que j'avais donc effectuée la dernière fois pour le même exemple. Ce que vous faites, c'est retrouver le nombre d'électrons de valence pour donc cette molécule. D'accord? Nombre d'électrons de valence, ce sera tous les électrons de valence qui existent sur cette molécule. Donc vous avez 2 sur ici 2 sur le beryllium et vous avez 7 sur le chlore. D'accord? Et vous avez 2 chlore, ça sera 2 fois 7, c'est 14, plus les 2 du beryllium, c'est 16 électrons de valence. Ensuite,
vous vous rappelez que l'idée, on a dit que l'idée, c'est de remplir complètement la couche de valence. Donc ici, il est où l'exemple? Ici. Donc, ici, c'est de mettre en commun les électrons pour remplir complètement la couche de valence et avoir des configurations électroniques des gaz rares. D'accord? Ça veut dire que pour avoir cette configuration électronique d'un gaz rare et cette configuration électronique d'un gaz rare, je devrais rajouter des électrons donc ici. Par exemple, 2s2, 2p0, pour qu'elle soit complètement remplie et pour qu'elle soit donc une configuration d'un gaz rare, je devrais rajouter ici donc 6 électrons. D'accord? Donc pour avoir la configuration électronique d'un gaz rare, ce sera 8 électrons dans la couche de valence d'un gaz rare pour le beryllium. D'accord? Donc c'est 8. Et ici 3s2, 3p5. Pour avoir la configuration électronique de valence d'un gaz rare, ça sera combien? Ça sera 8 électrons. Donc j'ai besoin d'un électron, rajouter un électron ici pour avoir 3s2, 3p6 ici. Ça sera 8. Puisque j'ai 2 chlore, c'est 8 fois 2 plus les 8 si c'était donc un gaz rare. Dans le cas du beryllium, ça sera 24. Pour retrouver le nombre de liaisons, on prend ce nombre ici, moins le nombre d'électrons de valence qu'on a sur ce composé. Donc on a 8 électrons. Pour avoir donc, 8 électrons qui vont former combien de liaisons? Chaque donc, paire d'électrons, chaque 2 électrons vont former donc une liaison. Donc c'est 8 divisé par 2, c'est 4 liaisons. Le nombre d'électrons donc restants, dans ce cas, ça sera combien? Ça sera 16 électrons de valence moins donc 8 électrons utilisés pour les liaisons. On aura 8 électrons restants qui devraient être disposés sur les différents éléments. D'accord? Bien sûr, donc cette méthode de compte, elle n'est valable qu'en respectant la règle de l'octet. Si vous voyez que un de ces éléments ne respecte plus la règle de l'octet, si vous retrouvez ici plus d'électrons que vous devriez disperser donc ici, ça veut dire que dans ce cas, la règle n'est plus valable. Vous devriez passer directement par la première méthode, donc des cases. D'accord? Donc ici, en respectant la règle de l'octet, donc on a 4 liaisons pour l'atome central. Donc ces 4 liaisons, elles sont en relation avec l'atome central. C'est donc le beryllium va avoir 4 liaisons. Donc vous avez 2 chlores. Vous allez mettre votre première liaison, votre deuxième liaison. Vous avez utilisé seulement 2 liaisons. Vous avez besoin de 2 autres liaisons. Et ça veut dire qu'il va effectuer 2 doubles liaisons. Donc une ici et une ici. Ensuite, disperser les différents électrons restants en respectant la règle de l'octet. Premièrement, donc, on va regarder l'atome central. Est-ce qu'il respecte la règle de l'octet? La règle de l'octet, c'est qu'il sera entouré par donc 8 électrons. D'accord? Donc j'ai le beryllium, il est entouré par 1, 2, 3 et 4 électrons, plus 1, 2, 3 et 4 électrons, c'est 8 électrons. Donc le beryllium, il est entouré par 8 électrons. Ce sont les électrons des liaisons, d'accord? Des 4 liaisons. Maintenant, donc le chlore. Le chlore, il a 1, 2, 3, 4 électrons. Et je dois respecter la règle de l'octet. Je dois avoir 8 électrons autour de lui. Je vais utiliser donc 4 électrons venant des électrons donc restants. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, j'ai 8 électrons autour du chlore. Le deuxième chlore, donc j'ai 1, 2, 3, 4, donc 4 électrons. Et j'ai besoin de 2 doublés pour avoir 8 électrons autour du chlore. J'ai utilisé combien d'électrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le même nombre d'électrons donc, qui était restant. Donc c'est correct. D'accord? Je vais essayer par la suite de vous donner un contre-exemple où la règle de l'octet n'est pas respectée ici. Donc, vous voyez que cette méthode sera limitée. Mais cette méthode, si vous avez le temps, donc vous avez déjà utilisé la méthode donc, des cases et de l'état excité, etc., vous pouvez toujours donc, vérifier si vous avez bien fait la représentation en utilisant cette méthode. D'accord?
J'avais une question, donc je vais essayer d'y répondre maintenant puisque je suis arrivé à ce stade. J'avais une question donc, que j'avais notée ici. Il y a une personne qui m'avait posé donc, pour CO2, pour le cas de CO2, pourquoi on ne peut pas effectuer donc, une autre représentation. CO2, j'espère que je vais le retrouver rapidement. CO2, il est où? Ah, CO2, ici. On m'avait demandé, excusez-moi, j'ai essayé de reprendre donc, la partie de CO2. Je vais reprendre ce diapo et vous donner donc toutes les données qu'on m'avait mis sur la question CO2. Il y a une personne qui m'a posé la question. Pourquoi je ne fais pas ça directement? Puisque j'ai un électron ici, un électron ici et un électron ici. On a celui-là et celui-là. Pourquoi je ne fais pas ça? Une liaison comme ça, et le deuxième oxygène, il va effectuer cette liaison. Comme ça. Ça veut dire que vous aurez donc une représentation de ce type. Donc c'est O, O, et ici donc je vais voir combien j'ai de doublés. Donc j'ai ici un doublé, comme ça, et ici j'ai deux doublés pour l'oxygène, et deux doublés pour l'oxygène, mais ici j'aurai un électron de plus, d'accord? Donc j'ai celui-là pour cet oxygène, et j'ai celui-là pour le deuxième oxygène. Donc une représentation comme ça est fausse. D'accord? Pourquoi, à votre avis? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi cette représentation elle est fausse, à votre avis? Est-ce que vous m'écoutez? Je sais même pas si je me parle à moi-même. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? S'il vous plaît. Oui, c'est oui. Parce que je ne sais même pas si vous m'écoutez ou pas. Donc, à votre avis, pourquoi cette représentation elle est fausse? Pourquoi j'ai pas fait ça directement? Au lieu donc, de passer à l'état excité et me compliquer la vie. Est-ce que l'oxygène maintenant, dans ce cas, est-ce que l'oxygène a une configuration électronique d'un gaz rare? Vous pouvez faire le compte, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que c'est une configuration électronique d'un gaz rare? Je reviens sur le tableau périodique. Pour avoir la configuration électronique d'un gaz rare, je devrais avoir combien d'électrons? Donc la configuration électronique du néant dans ce cas, c'est quoi? C'est 2s2, 2p6. C'est 8 électrons sur la couche de valence. Et ici, j'en ai seulement 7. Est-ce que vous voulez que je vous les montre? D'accord? Donc vous avez ce doublé, c'est 2 électrons, d'accord? 1 et 2, 3 et 4. D'accord? Vous avez 7 électrons. 5, 6, c'est cet électron-là, c'est celui-là. Et 7, c'est celui-là. Donc ici, du carbone qui va être donc donné pour avoir la configuration électronique d'un gaz rare. C'est une configuration qui est devenue ici 2s2.
2, P, 5. D'accord? 2s2, 2p5. J'ai besoin d'un électron de plus. D'accord? Parce que l'objectif, c'est de minimiser l'énergie. Que vous vous rappelez bien. Donc, c'est d'avoir une configuration électronique qui est similaire à celle d'un gaz rare. D'accord? Donc, je suis obligé de passer à l'état excité. D'accord? Faire passer cet électron. Donc, ici, dans cette case qui est vide comme ça. Donc, si vous faites cette configuration, vous allez voir que vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est la couche de valence du néant d'un gaz rare. Donc, c'est stable. Celle-là, elle n'est pas stable. Je ne peux pas la considérer. D'accord? Celle-là, elle est stable. C'est OK. D'accord? Donc, c'est pour ça que CO2, je ne peux pas donc prendre directement et relier. L'objectif, c'est de rendre l'oxygène plus stable avec une configuration électronique d'un gaz rare. Le carbone aussi, il essaye de venir donc d'avoir une configuration électronique d'un gaz rare. D'accord? Donc, si vous faites le compte, le carbone, c'est 1s2, 2s2, 2p6 pour avoir une configuration électronique équivalente donc d'un gaz rare ici. C'est 2s2, 2p6. Ça veut dire combien d'électrons? Il devrait être entouré par 8 électrons. On va faire le compte. Donc, on a celui-là. 1, 2, 3, 4. Ce sont ceux de l'état excité. 1, 2, 3 et 4. Plus celui-là, 1 et 2, qui vont être donc, mis en commun par le premier oxygène. C'est 1 et 2. Et 1 et 2 pour le deuxième de l'oxygène qui sont mis en commun. C'est combien? C'est 8. C'est une configuration électronique d'un gaz rare. Donc, l'approche qu'on a effectuée est juste et on a bien répondu à la question. D'accord? Je peux même donc ici, puisqu'on est arrivé à ce stade, je peux même ici donc essayer la méthode des comptes. D'accord? Pour la méthode des comptes, on va retrouver en premier nombre d'électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence dans ce cas, c'est combien? 2s2, 2s2, 2p2, on en a 4 pour le carbone. D'accord? C'est 4 pour le carbone. Plus 2s2, 2p4 pour l'oxygène. Donc, c'est 6 fois 2. D'accord? Donc, il y a 6 électrons de valence pour 2 oxygènes. 6 fois 2 est égal à combien? 12, c'est 16. D'accord? Ensuite, on va faire le calcul des électrons pour les couches de valence complètement remplies. Donc, couche de valence remplie. Pour avoir cette couche complètement remplie, donc qui sera une couche équivalente à celle d'un gaz rare, ce sera combien? Ça sera 8. Donc, on a besoin de combien d'électrons ici? 1, 2, 3 et 4. Donc, on en avait 4, c'est 8. Pour avoir toutes ces cases remplies. Même chose pour l'oxygène. Pour avoir toutes ces cases remplies, on a besoin donc de 2 électrons ici. Donc, ces cases, la somme sera 8. Et puisqu'on a 2 oxygènes, ce sera 8 fois 2 est égal à combien? Donc, on a 16, c'est 24. 24
électrons. Maintenant, nombre de liaisons. Ça sera 24 moins 16 est égal à combien? 8. Pour le nombre de liaisons, ça sera ce 8 divisé par 2, puisque chaque liaison est formée de 2 électrons. Divisé par 2 est égal à 4 liaisons pour l'atome central. 4 liaisons pour l'atome central. On peut commencer notre tracé ici. Représentation de Lewis. On a carbone, oxygène et oxygène, 2 oxygènes. Donc une liaison ici 1 et la deuxième liaison ici 2. Est-ce que je vais mettre 2 liaisons comme ça? Non. J'ai 4 oxygènes, j'ai besoin de double liaison, donc j'ai 4 liaisons ici. Donc 2, 3 et 4. D'accord? Maintenant, retrouvons le nombre d'électrons restants. C'est combien? C'est donc 16 électrons de valence, moins ce qu'on a utilisé pour les liaisons. C'est combien? C'est 8, est égal à 8 électrons restants. Et on va les disperser en respectant la règle de l'octet. La règle de l'octet, c'est que chaque élément va être entouré par 8 électrons. D'accord? Donc pour le carbone, on a un électron ici, un deuxième électron ici, c'est 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 ici. Donc, il respecte le carbone, il respecte la règle de l'octet. Il n'a pas besoin donc d'être complété par d'autres électrons. Maintenant, regardons l'oxygène. L'oxygène ici, il en a 1, 2, 3 et 4. D'accord? Pour arriver à 8, on a besoin de 1, et 2, 1 et 2. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? On a utilisé combien de ces électrons? On en a utilisé 4. D'accord? Il nous reste 4. Avant de les rajouter, on va faire le compte pour le deuxième oxygène. 1, 2, 3, 4. On a besoin de 4. 1, 2, 3, 4 pour respecter la règle de l'octet. Donc on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça correspond aux 8 donc, électrons restants. Effectivement, donc si on compare cette représentation avec celle-là, c'est la bonne représentation de Lewis. Vous voyez que donc, les deux méthodes vous permettent de retrouver la même représentation de Lewis. La méthode décompte, comme vous le voyez, vous n'avez pas besoin de prévoir l'état excité. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de passer par l'état excité. Directement, vous voyez que vous faites le compte et vous retrouvez ça. Le seul cas où vous ne pouvez plus respecter donc, cette méthode des comptes d'électrons, c'est quand vous voyez que vous ne respectez plus la règle de l'octet. À ce moment-là, vous savez que votre atome central, dans ce cas, ce sera un atome qui effectue donc plus que 4 liaisons. D'accord? En général, ça se passe pour des éléments donc, comme le phosphore, le soufre, etc. D'accord? Là, vous savez que vous devriez passer à un état excité. Mais moi, je peux vous assurer que dans ce cas, avec la méthode des comptes, vous pouvez retrouver 90% des atomes
pardon, des représentations de Lewis des différentes molécules et des différents composés. D'accord? Je ne sais pas si on peut voir un exemple concret ici où on ne respecte plus la règle de l'octet. Par exemple, PF5. Premièrement, donc avant de continuer, est-ce que vous avez compris la méthode des comptes? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de réviser? Oui, monsieur. C'est que quels sont les cas que ne pourront pas utiliser cette méthode de compte? Oui, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur comment le faire? Comment faire le calcul? Si vous n'avez pas de doute, on peut voir un contre-exemple, comme je viens de le dire. PF5, c'est un contre-exemple qui sera clair, d'accord? Donc, je vais essayer d'enlever un petit peu ce qu'il y a ici de plus. Hop, hop, hop. Si je peux, bien sûr. Essayer de supprimer tout ce qui est ce dont je n'aurai pas besoin. On monte tout ça. Très bien. Donc, supposons que je ne connais pas donc, cette représentation de Lewis. J'ai mon PF5. La première chose à faire, bien sûr, c'est retrouver la configuration électronique et ensuite passer à la méthode des comptes. Je vais reprendre ça juste pour faire le calcul, pour ne pas être obligé à réécrire tout ça. Alors, dans ce cas, pour avoir une configuration, pardon, pour commencer, donc on va prendre le nombre d'électrons de valence qu'on a. Donc pour le phosphore, on a combien? On en a 5. D'accord? Donc 2 électrons de S et 3 de P. Donc ça sera 5. On a combien de fluor? On en a 5. Ce sera 5 fois. Et ensuite, on va retrouver donc. Pour chaque fluor, ici, on en a 7. Donc 2 sur S et 5 sur P. C'est 7. D'accord? Donc 7 fois 5, c'est combien? 35. Plus 5, c'est 40. Avec E, je m'excuse. Donc maintenant, pour la couche de valence complètement remplie, 3S2, 3P, ça devrait être 6, donc c'est 8. Ce sera 8 pour le phosphore. Et ici, 2S2, 2P, 6 pour avoir la couche de valence complètement remplie. Donc c'est 8 fois 5. 8 fois 5, c'est combien? C'est 40, c'est 48. Le nombre de liaisons, ce sera la différence, d'accord? C'est 48 moins 40. 48 moins 40. C'est combien? C'est 8. 8 divisé par 2, c'est 4 liaisons, d'accord? Donc 4 liaisons. J'ai mon phosphore. J'ai mon phosphore. Et j'ai mes fluors. Donc je sais que les fluors ne vont pas effectuer de liaison entre eux. D'accord? On avait déjà dit que donc l'atome central, ça sera l'atome le plus électropositif. Et il devrait, la configuration ici, la représentation devrait être la plus symétrique que possible. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Maintenant, j'ai 4 liaisons. Je vais mettre donc mes liaisons. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai un fluor de plus. D'accord? Donc ce fluor, où est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je vais
je vais le prendre comme ça, au hasard. Donc, il n'y a pas d'hasard dans ce cas. Et le mettre ici, et mettre une liaison que je vais m'inventer donc entre un fluor et un autre. Non. Donc, on sait que l'atome central, c'est le phosphore. D'accord? Donc, le phosphore, il a besoin d'une liaison de plus. Le phosphore ici, il respecte la règle de l'octet. D'accord? Mais en réalité, il ne va pas la respecter. D'accord? Il aura une liaison de plus. Donc ici, je suis limité parce que j'ai un phosphore de plus. Ici, je me bloque. Comment je vais faire si j'ai fait le calcul et j'ai retrouvé donc 4 liaisons? Comment je vais faire pour avoir donc un phosphore de plus? Est-ce que je vais le mettre au hasard ici ou ici? Ou bien je commence à inventer de nouvelles représentations? Non. Ici, donc, je suis limité. Je sais que dans ce cas, le phosphore, il ne respecte plus la règle de l'octet. D'accord? Cette méthode, quand j'arrive à ce point, sans faire le calcul du reste, ici, il ne respecte pas la règle de l'octet, le phosphore. Il va effectuer une liaison de plus, donc je ne peux pas utiliser cette méthode. D'accord? Je vais stopper ici, et ce que je vais faire, c'est revenir et dire, donc, puisque j'ai besoin donc, de plus d'électrons pour effectuer donc, cette dernière liaison fluor, ce que je peux faire, c'est automatiquement passer à un état excité, donc à travers bien sûr la méthode qu'on avait déjà vue donc tous ensemble au départ, qui est cette méthode. D'accord? Donc vous voyez que d'après la méthode de Kant, j'ai retrouvé 4 liaisons. Et moi j'ai 5 fluors. Donc cette méthode n'est plus valable, je m'arrête ici, je reviens et je passe à l'état excité automatiquement. D'accord? Au moment où cette méthode n'est plus valable, automatiquement vous savez que vous pouvez utiliser donc un état excité. Ça c'est automatique. D'accord? Dans l'autre cas, non. Vous pouvez me faire donc le coup du CO ici, donc CO2, comme votre camarade avait donc proposé, et dire que donc ici je peux mettre donc une liaison comme ça, une liaison comme ça, et c'est fini, et j'aurai donc quelque chose de comme ça. Donc CO2 comme ça. Donc si vous ne pensez pas à la stabilité, vous pouvez me faire ça et me dire que c'est bon. Donc j'ai fait ça. Et j'aurai donc ici pardon, j'aurai ici donc un électron de plus, et c'est fini. D'accord? Et ça, vous savez que c'est faux, d'accord? Mais à travers l'autre méthode, ça c'est faux, à travers l'autre méthode que je viens de vous montrer, au moment où vous arrivez ici, et vous vous plantez, vous voyez que ça, ce n'est pas possible, automatiquement, vous revenez à la méthode des cases, et ce que vous allez faire, c'est passer à un état excité. D'accord? Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça l'avantage. Vous n'avez pas besoin d'arriver ici et seulement donc mettre des liaisons comme ça au hasard. D'accord? Automatiquement, vous savez que vous avez un état excité, vous devriez passer à l'état excité. D'accord? Il y a mon chat ici qui est en train d'un petit peu me déranger. D'accord? Donc, je m'excuse si de temps en temps j'ai dit quelque chose qui ne correspond pas à ce que je voulais dire. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord? Ah, c'est la fameuse réponse d'avant. Très bien. Est-ce que c'est clair? Donc, soit vous pouvez donc directement utiliser la méthode des cases et être capable de savoir que pour avoir la stabilité, vous devriez donc remplir complètement donc les couches à travers donc la mise en commun des électrons. Ça veut dire que donc ne pas aller directement et mettre donc des liaisons comme ça, mais essayer de retrouver donc des liaisons qui permettent d'avoir les couches complètement remplies des différents éléments donc, qui sont liés à l'atome central. Soit, l'autre méthode que je viens de vous dire, c'est d'utiliser donc la méthode des comptes, comme ça, qui vous permet d'arriver à la configuration électronique donc,
à la représentation pardon, de Lewis de cette manière, ou bien de vous limiter à un certain moment et dire que ça, je ne peux pas le faire, je ne peux pas avoir cette liaison, donc cette méthode décompte n'est plus valable, ce que je vais faire automatiquement, je vais passer à un état excité. D'accord? Donc c'est à vous de choisir. En plus, donc si vous avez le temps, si vous utilisez la méthode des cases en premier, et vous avez terminé votre examen, vous avez répondu à toutes les questions, vous pouvez revenir à la méthode donc, du compte et essayer sur un brouillon de vérifier si votre raisonnement que vous aviez effectué comme ça correspond réellement à celui de la méthode des comptes pour vérifier que vous avez bien fait les choses et que vous avez bien retrouvé la représentation de Lewis. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, vous avez un contre-exemple qui est clair. En général, les contre-exemples pour ne pas utiliser la méthode des comptes, c'est au moment où vous avez le soufre et le phosphore. Au moment où vous avez le soufre et le phosphore, là, vous devriez automatiquement vous dire dans vos têtes qu'à ce moment-là, je dois faire attention parce que le soufre, il peut effectuer plus que 4 liaisons. Il peut ne pas respecter la règle de l'octet. Et, et le phosphore, la même chose. Il peut effectuer 4 liaisons ou bien plus. D'accord? Donc, on va dire la sonnette d'alarme doit être tirée au moment où vous avez le soufre ou bien le phosphore et faire attention au niveau de la méthode des comptes. D'accord? J'espère que c'est clair. S'il y a des questions? Pas de questions? Très bien. Vous pouvez refaire tous ces atomes, pas ces atomes, pas ces molécules et ces composés, ces ions donc composés. Vous pouvez tous les refaire, les revérifier à travers la méthode des comptes si vous voulez, donc chez vous. Alors, vous avez donc le temps pour préparer l'examen. Vous pouvez utiliser cette méthode et voir si elle correspond ou pas à ces représentations. D'accord? Par la suite, donc après la représentation de Lewis, euh, on avait demandé la géométrie à travers la théorie de Gillespie. D'accord? Donc la géométrie, on avait dit qu'il y avait deux géométries qu'on peut retrouver. La géométrie de répulsion et la géométrie donc réelle. D'accord? Au niveau de, j'ai une autre question donc, qui m'a été posée au niveau de la géométrie réelle. Je suis désolé, mais personnellement, moi, je n'ai pas le cours. D'accord? Votre cours, je ne l'ai pas. J'essaye au maximum de vous donner seulement les informations dont vous avez besoin. D'accord? Mais je crois qu'il est très intéressant de connaître donc, la géométrie réelle. D'accord? La géométrie réelle, déjà, elle vous permet de savoir si vous avez donc un angle qui est de 180 degrés ou bien inférieur à 180 degrés. Par exemple, si vous retrouvez donc la géométrie réelle qui est linéaire, vous savez que vous avez un angle pour cette molécule qui est de 180 degrés. D'accord? Si vous retrouvez la géométrie réelle qui est par exemple coudée, vous savez que ça sera un V, ça veut dire que cet angle va être inférieur à 180 degrés. D'accord? Ça vous donne une idée sur la valeur, donc dans ce cas, de cet angle. D'accord? Donc si vous avez une géométrie réelle, par exemple, qui est tétraédrique, vous savez que vous avez donc un angle de 109 et quelques degrés. D'accord? Donc je crois qu'il est intéressant de connaître la géométrie réelle. D'accord? Donc celui qui m'a posé la question, est-ce que je suis obligé? Je ne sais pas si sur le cours, votre professeur de cours, madame la professeure, donc Belkiel, vous a demandé la géométrie réelle, mais vous ne perdez rien à connaître la géométrie réelle. Si vous connaissez la géométrie de répulsion, vous pouvez aussi en même temps donc, connaître la géométrie réelle parce que donc, à travers le tableau que je vous ai donc, donné, donc ici, vous pouvez retrouver la géométrie réelle, donc ici, et comme ça, donc, connaître les différents angles qui peuvent exister au niveau donc, des différents donc, éléments, comme dans ce cas par exemple. D'accord? Donc je ne sais pas à quel point donc, cette question, bien j'ai pu répondre à cette question. Je crois que vous ne perdez rien en connaissant la géométrie réelle. En ce qui concerne maintenant la géométrie de répulsion et la théorie de Gillespie,
D'après la théorie de Gillespie, on avait dit qu'on peut représenter donc n'importe quel composé par donc AXN, EM, où A, ça sera équivalent à l'atome central, X est équivalent dans ce cas au ligand, et j'insiste sur les ligands, et pas aux liaisons. D'accord, les ligands, ce sont les atomes qui sont liés à l'atome central. D'accord, donc c'est le nombre d'atomes qui sont liés à l'atome central. Ou bien, si les gens donc, aimeraient bien donc, faire le compte des liaisons, ça sera le compte des liaisons principales et non pas les liaisons pi. D'accord? Donc c'est prendre seulement les liaisons sigma, les liaisons principales. Les liaisons pi ne sont pas prises en compte. D'accord? Mais moi, je préfère directement faire le compte des différents atomes qui sont reliés à l'atome central. N, c'est le nombre de ces atomes. E, c'est le nombre de doublés qui sont libres et qui sont non liants. D'accord? Qui ne rentrent pas dans une liaison. Qui sont libres et qui sont portés par quoi? Par l'atome central. D'accord? Donc, E, ce sont les doublés libres. M, c'est le nombre de ces doublés libres qui existent sur l'atome central. Quel est l'intérêt de faire cette écriture? Cette écriture nous emmène à un facteur n plus m qui va nous permettre de retrouver la géométrie de répulsion. Et si on élimine, si on ne prend pas en compte donc, les doublés non liants, si on prend en compte seulement le n, on peut retrouver la géométrie réelle. D'accord? Donc n plus m nous emmène à la géométrie, donc ici, cette valeur, à la géométrie de répulsion, selon cette valeur. Si c'est 2, ça sera donc linéaire ou bien droite. Si c'est 3, c'est triangulaire. Si c'est 2, donc ce sera triangulaire. Pardon. Oui. Ici, si c'est 4, c'est tétraédrique, etc. etc. D'accord? Pardon. Ici, c'est le nombre n plus n. Donc, si c'est 2, c'est linéaire. Si c'est 3, c'est triangulaire. Si c'est 4, c'est tétraédrique. Si c'est 5, c'est bipyramide triangulaire. Si c'est 6, c'est octaédrique. Et ensuite, donc, si on prend seulement donc, le nombre de ligands, donc ici, le n, donc ici, et si on a mis nombre de liaisons, c'est sigma, nombre de liaisons, sigma et pas nombre de liaisons, donc sigma et pi, nombre de liaisons sigma. Le n, il nous permet de retrouver donc la géométrie réelle. Pour le 2, c'est linéaire, pour le 3, c'est triangulaire, pour le 2, ici, donc pour la géométrie de répulsion triangle, on a donc en V. Pour le 4, donc tétraédrique, et si c'est 4, donc tétraédrique. Si c'est 4, 3, donc bipyramide, pardon, pyramide triangulaire. Si c'est 2, donc c'est coudé en V. D'accord? Donc, n plus m. N plus m donne n plus m donne la géométrie de répulsion. Répulsion. Je ne sais pas pourquoi ça n'écrit pas bien. On va enlever ça et mettre peut-être c'est mieux. La géométrie de répulsion. Les micros, s'il vous plaît, mettez donc vos micros donc, en désactivé. Et n, donc, quand vous retrouvez la géométrie de répulsion comme ici, un exemple, donc quand vous retrouvez par exemple 3, et la géométrie de répulsion c'est triangulaire, ensuite vous revenez sur n, sur son n, qui va vous donner donc, la géométrie réelle. C'est la géométrie réelle. Donc, n plus m, c'est ça, ensuite ça. Et n, donc, sur notre exemple, c'est, par exemple, le n, c'est 2. Et la géométrie réelle, ça sera en coudé ou bien en
V. D'accord? On retrouve en premier N plus M, la géométrie de répulsion. Par la suite, on revient sur la valeur de N, par exemple dans ce cas c'est 2, et on va retrouver donc la géométrie réelle. D'accord? Donc quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt de tout ça, quand vous avez donc votre géométrie de répulsion, donc vous êtes conscient du nombre de doublés que vous avez. D'accord? Et cela vous permet de connaître comment on va varier, par exemple, l'angle entre les différents éléments que vous avez. D'accord? Et vous vous rappelez bien qu'on avait pris l'exemple de H2O, de NH3 et de CH4, où on avait dit que donc, les doublés libres occupent beaucoup plus d'espace, sont plus volumineux ici, ce qui va affecter cet angle entre les deux hydrogènes et qui va donc appliquer donc une répulsion sur ces deux liaisons d'hydrogène avec, dans ce cas, l'oxygène. Et ici, on aura un angle qui sera de plus en plus petit, d'accord? Un doublé seul, doublé libre, comme ça, va affecter un peu plus moins ces différentes liaisons. Et s'il n'y a pas de doublé, donc ça veut dire qu'on a plus d'espace pour les différents hydrogènes pour se disposer. D'accord? On avait donc mis une règle où on avait dit que l'ordre de la répulsion en général sur une molécule ou bien un composé est de la manière suivante. Donc les deux doublés, donc la répulsion pour les deux doublés non liants est plus grande qu'un doublé non liant est plus grande qu'un doublé qui est donc ici une liaison qui est liante. D'accord? Ça veut dire que plus il y a de doublés non liants, plus l'angle devient, donc la répulsion devient plus grande, l'angle devient plus petit. D'accord? Moins il y a de doublés non liants, moins la répulsion devient forte et plus l'angle devient grand et plus les éléments vont prendre plus de position dans l'espace. D'accord? Donc ça, c'est l'une des conséquences de ce qu'on avait vu. On avait aussi vu donc l'hybridation. L'hybridation, bien sûr, dans ce cas, on avait dit que ça sera les différentes orbitales qui interviennent au niveau de l'atome central. D'accord? Par exemple, pour le beryllium, on a S et P. On a deux liaisons ici. Une donc, va être correspondante à l'orbitale S et l'autre va correspondre à l'orbitale P. L'hybridation dans ce cas est un sp. Pour BF3, B, le bord et l'atome central. Dans ce cas, donc, on a les orbitales donc, S et P qui interviennent. Et on a trois liaisons. On peut écrire S, P, P. Et l'hybridation dans ce cas est un SP2. Et bien sûr, en respectant l'ordre des différentes couches. D'accord? On commence par S, P et D, etc. Un autre exemple, donc PCl5. Ici, donc déjà, on est passé à un état excité. On a les orbitales pour l'atome central, le phosphore, S, P et D. On peut écrire donc pour chaque liaison l'orbital qui lui correspond. S, on a 3 P, P, P et P. Et l'orbital D pour la dernière liaison. C'est une hybridation sp3d. Donc c'est D1. Bien sûr, on ne va pas écrire donc le 1. D'accord? Donc, etc., etc. D'accord? Une chose sur laquelle je vais insister encore une fois, faites attention, pour les liaisons, les hybridations, on tient en compte les doublés, libres, non liants, on tient en compte les liaisons principales sigma, et on ne tient pas en compte les liaisons double pi. D'accord? Donc, par exemple, pour PCl3, donc dans ce cas,
on a les orbitales S et P qui interviennent. S, ça sera donc ce doublet, ici. P, ce sera cette liaison. P, cette deuxième liaison. Et P, cette troisième liaison. Donc, c'est une hybridation sp3. On tient en compte, dans ce cas, du doublet libre. En ce qui concerne CO2, CO2, on a S et P pour l'atome central. Ça veut dire que on aura, donc pour la première liaison, S, pour la deuxième liaison, P, mais on n'aura pas P et P pour les doubles liaisons. Ça sera une hybridation SP. Donc, on ne tient pas en compte, dans ce cas, les doubles liaisons. D'accord? Donc, faites attention. Et je crois que je vous ai déjà écrit donc, cette règle. D'accord? On va voir si je l'ai écrite ici. Donc, pour retrouver les types d'hybridation ici, il faut prendre en considération les orbitales des doublets libres non liants et ceux des liaisons principales, sigma, tout en oubliant donc les liaisons ici, pi, les doubles liaisons, d'accord? On prend en considération seulement une seule liaison des liaisons multiples, d'accord? Une seule. Si vous avez double liaison, elle est considérée comme si c'était une seule liaison, d'accord? Est-ce que c'est clair? Avant de continuer et de passer à la thermochimie. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? J'ai une question ici où quelqu'un donc a retrouvé quelque part l'ion qui est composé de l'iode et du fluor et qui m'a posé donc la question suivante. Laissez-moi rajouter ici un diapo. Je crois que j'ai une configuration qui est similaire. Il vaut mieux que je la prenne pour ne pas perdre de temps. Excusez-moi. ICL3, donc ce n'est pas complètement la même, mais bon. Je vais prendre celle-là. En ce diapo que je peux utiliser. Et je vais vous donner la question qu'on m'a posée. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de chercher, peut-être, travailler, et qui m'a posé la question au sujet de l'iode. Je vais mettre la configuration pour gagner du temps. On m'a demandé au sujet de IF2-. IF2 de moins, comme ça. Et la question est la suivante. Qui va prendre la charge négative dans ce cas? Qui est-ce qui va prendre la charge négative dans ce cas? Est-ce que ça sera l'iode ou bien le fluor, à votre avis? Est-ce que vous m'écoutez? Qui est-ce qui va prendre la charge négative pour la représentation de Lewis? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Oui, c'est oui. Quelqu'un qui m'a mis sur mute. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle?
l'atome central devrait être l'élément le plus électropositif. D'accord? Quel est l'élément le plus électropositif entre les deux? Donc, l'iode et le fluor, déjà, ce sont des halogènes. D'accord? Si vous, sans regarder le tableau périodique, d'accord? Mais on va revenir sur le tableau périodique. Sans regarder le tableau périodique, ce sont des halogènes, les deux. Qui est-ce qui va être au-dessus et qui est-ce qui va être en dessous? Ils vont appartenir à la même colonne, puisque ce sont des halogènes. C'est la colonne qui est voisine à la colonne des gaz rares. D'accord? Parce qu'ils ont des P5 à la fin. D'accord? Donc, qui est-ce qui va être au-dessus et qui est-ce qui va être en dessous? Juste d'après donc, la configuration électronique, la période qui sera au-dessus, ça sera celle du fluor, et la période qui sera en dessous, ça sera celle de l'iode, parce qu'on a 2 sur le tableau périodique et 5 en dessous. D'accord? Donc, maintenant, juste sans regarder le tableau périodique, comment évolue sur la même colonne l'électronégativité? L'électronégativité donc, augmente du bas vers le haut. Ça veut dire qu'avec Z en diminuant. Ça veut dire que celui qui est le plus électronégatif, c'est lequel? C'est le fluor. D'accord? Et celui qui est le plus électropositif sera l'iode. Ça veut dire que l'atome central sera l'iode. Maintenant, quel sera celui qui va prendre la charge négative? C'est celui qui est le plus électronégatif. D'accord? Celui qui est le plus électronégatif, c'est lequel? C'est le fluor. Ça veut dire que ce sera le fluor qui va prendre la charge négative. Et bien sûr, donc, pour avoir une stabilité, puisqu'on a 2 fluors, donc chaque fluor va prendre une charge négative. Déjà, dans ce cas, vous êtes limité parce que vous ne pouvez pas avoir plus qu'une charge. D'accord? Donc, vous aurez votre F9. Votre F9 va être un F moins. D'accord? Et vous aurez donc 6 comme ça. D'accord? Donc vous aurez 2 F moins en ce qui concerne donc l'iode. Le fluor, je vais ramener donc une représentation ici du fluor. Et donc ici, on aura excusez-moi, je crois que j'ai une... Je vais donc
CIF 2 moins. Avec un seul moins. D'accord. Très bien. Donc, vous avez l'état excité. Et vous avez un F moins et un F normal. Et maintenant, on va mettre donc nos différentes liaisons. Donc, un comme ça. Pardon. Comme ça. Et une autre qui va être double. Si. Ici, j'en ai deux. On va passer à un état excité. Et pour le démontrer, celui-là, on peut passer ici. D'accord. Et j'ai mes deux autres liaisons. Celle-là. Et celle-là. Et je peux faire ma représentation comme suit. Donc j'ai un iode au centre. Et deux fluor. Avec une liaison comme ça. Et une double liaison comme ça. Pardon. Une double liaison avec en orange. Comme ça. Et une liaison en rouge. Comme ça. Et j'ai ici donc combien de doublés? 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et ici donc 1, 2, 1 et 2. Je vais le mettre en vert, c'est mieux. 1 et 2 pour l'iode. Ce sont celui-là et celui-là. Et je vais mettre en orange pour F-. Il en a combien? Dans ce cas, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Mais il a donc un électron de plus. Et je vais lui mettre sa charge
négatif. Donc, ici. D'accord? Donc, celui qui va prendre la charge négative, ce sera un des, donc des F, des fluors qui existent ici. D'accord? Je crois que j'ai répondu donc à la question de l'étudiante qui avait posé donc cette question. Je ne sais pas s'il reste quelque chose au niveau des représentations. Je vais revenir sur les questions pour voir avant de passer à la thermochimie. La variation et l'hybridation, donc on a tout vu, très bien. Donc si on parle d'hybridation ici, juste rapidement, donc l'hybridation ici c'est 5S, c'est S, P et D, donc l'hybridation dans ce cas, ça sera quoi? On ne prend pas en considération la liaison double. On a un S qui est ce doublé, un P qui est ce doublé, d'accord? Donc, j'espère que vous suivez. Donc, 1 et 2. SP. Et ici, donc, un deuxième P et un troisième P. L'hybridation dans ce cas sera SP. Dans ce cas. D'accord? Donc S, S, P, P. Cette liaison et cette liaison, c'est P et P. Donc c'est une hybridation SP3. D'accord? Donc cette double liaison est le fruit de quoi? Donc de la présence d'une charge qui est négative. Maintenant la thermochimie, donc rapidement. La thermochimie, déjà j'avais donc effectué un petit résumé à la fin de la séance dernière où j'avais dit que principalement vous avez trois relations que vous pouvez utiliser. Donc vous avez la loi de Hess, vous avez la loi de Kirchhoff et vous avez donc une troisième loi donc, où on avait dit qu'on devrait inclure donc la présence d'une transition de phase ou bien d'un changement de phase ou bien d'état. D'accord? Et pour la thermochimie, donc elle se base principalement sur le premier principe de la thermodynamique. D'accord? Donc le premier principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donc, il n'y a pas il y a une loi de conservation d'énergie dans ce cas. Il n'y a pas de perte d'énergie, mais l'énergie d'un système sera donc la même, celle qui est créée ou bien celle qui permet d'effectuer une transformation. D'accord? Donc si vous prenez donc l'énergie d'une réaction et vous regardez donc tous les phénomènes qui se produisent pour avoir cette réaction, vous voyez que cette énergie sera égale à la somme des énergies donc, qui produisent les différents changements et différentes étapes durant les différentes étapes de cette réaction. D'accord? Alors, pour résoudre un problème de thermochimie, on avait dit que si vous avez une transformation, donc, par exemple, de l'eau, glace, solide à un état qui est de vapeur, il sera accompagné d'une énergie. Cette énergie correspond à quoi? Correspond aux différentes étapes pour lesquelles passe ce changement d'état. D'accord? Donc, ce changement d'état, il est dû à quoi? À la variation de la température. Ça veut dire que vous pouvez diviser toutes les étapes en fonction des températures. D'accord? Et pour ne pas vous confondre, puisque la majorité de vous aime bien utiliser le cycle, donc cette énergie de cette transformation est égale à quoi? À la somme des énergies des différentes étapes pour lesquelles passe donc cette eau, cette glace pour devenir
eau, vapeur. D'accord? Donc, on augmente dans un premier temps la température de 263 Kelvin à 273 Kelvin. À ce moment-là, il n'y a pas de changement d'état. D'accord? Dans ce cas, on peut utiliser donc la loi de Kirchhoff. À travers quoi? À travers une intégrale de la chaleur spécifique. Donc, cette intégrale entre les deux températures, allant de la température initiale à la température donc finale, pour laquelle il n'y a pas de changement d'état. Elle va inclure donc la capacité calorifique fois D2T. D'accord? Et cette capacité calorifique, j'avais donc insisté sur le fait de bien voir quelle est l'unité pour laquelle on vous la donne. Si divisé par le nombre de moles, ce sera donc multiplié par le nombre de moles. Si divisé par la masse, ça sera fois la masse. D'accord? Donc, plus l'énergie de la fusion. Et la fusion, c'est un phénomène qui se produit à la même température. Et cette énergie, c'est donc la chaleur latente. D'accord? Ce delta H2 sera la chaleur latente qui permet le passage de la glace au liquide. Ensuite, donc, une autre étape d'augmentation de température de 273 à 373, pour laquelle, encore une fois, ça sera une intégrale de la capacité calorifique fois D de T, cette intégrale entre ces deux températures. Et ensuite, donc, un changement d'état, encore une fois, d'un liquide à une vapeur. Dans ce cas, encore une fois, elle sera accompagnée d'une énergie qui sera donc la chaleur latente d'évaporation ou bien d'ébullition, qui se produit à la même température, dans ce cas. Et ensuite, on continue à augmenter la température. Ça sera une intégrale entre ces deux températures, donc 373 et 473, et qui va être donc une intégrale de la capacité calorifique fois D de T. Donc cette énergie sera la somme de différentes énergies pour les différentes étapes dans ce cas. D'accord? Si on effectue donc une réaction à température constante, à la même température, cette énergie va être calculée par la loi de Hess, qui n'est autre que donc, la différence entre la somme des énergies de formation des produits moins la somme des énergies de formation des produits de départ ou bien des réactifs. D'accord? Bien sûr, en tenant compte de l'unité pour laquelle donc on a les différentes énergies. D'accord? Donc, à température constante, loi de Hess, ou bien si vous avez changement de phase, ça sera donc l'énergie sera la chaleur latente dans ce cas. Maintenant, si vous avez une transformation, encore une fois, avec variation de température, encore une fois, donc, cette énergie, donc vous avez cette réaction, cette énergie, sera quoi? Sera la somme des énergies des différentes étapes. D'accord? Encore une fois, donc dans ce cas, par exemple, l'élévation de la température ou bien la diminution de la température va être donc accompagnée d'une énergie qui n'est autre que l'intégrale entre ces deux valeurs. Bien sûr, on va voir si c'est diminution, augmentation de la température. Donc, ça ne va rien changer à ce niveau. Ce sera un moins qui va apparaître. Fois donc la chaleur latente des différents, pardon, la chaleur spécifique du premier composé plus la chaleur spécifique du deuxième composé fois D de T. Si c'est une transition de phase, là, vous utilisez directement donc la chaleur latente ici de vaporisation. D'accord? Et comme ça, donc, vous pouvez effectuer donc, vos calculs au niveau du cycle. Donc, pour le cycle, pour les gens qui ont des problèmes à comprendre ce qui est le cycle, ce n'est autre que donc, une réaction dont l'énergie devrait être recherchée ou bien connue. Et le cycle est représenté pour quoi? Représenté pour détailler les différents phénomènes qui se produisent. Ça veut dire
l'augmentation de la température jusqu'à l'arrivée à une température où on aura donc un changement d'état qui sera accompagné d'une nouvelle donc énergie dans ce cas, etc., etc. D'accord. Donc, et bien sûr, donc je vous mets donc quel est le changement d'état que vous avez à chaque fois. Une question qui m'a été posée au niveau de la dernière question de cet exercice. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'a pas compris comment on a pu à la fin retrouver donc l'énergie de liaison. Pour cette question, donc on a C2H2 et le fruit de quoi? Et le fruit d'une réaction entre le carbone, donc le graphite dans ce cas, avec donc le gaz hydrogène. D'accord? Pour ce faire, pour avoir ça, pour avoir cette réaction de C2H2, la formation de C2H2 à partir de ces deux composés, ces deux produits de départ, ces deux réactifs, on a besoin en premier de rendre le carbone sous forme de gaz, ça veut dire qu'on aura une sublimation accompagnée d'une énergie. D'accord? Et on a besoin, donc, le carbone, dans ce cas, qui va se sublimer, il va se sublimer sous forme d'un gaz où on a seulement donc, un seul carbone. D'accord? Donc, C. Par contre, H2 devrait se dissocier en deux hydrogènes. D'accord? Et ensuite, ces deux-là vont réagir entre eux pour former C2H2. Ça veut dire que C2H2, l'énergie pour avoir C2H2, c'est l'énergie pour avoir les différentes liaisons qui vont former les différentes liaisons. Donc on a deux liaisons CH et une liaison triple C. D'accord? Ça veut dire que cette énergie va correspondre à l'énergie de deux liaisons CH et une liaison CC, et c'est celle qu'on est en train de chercher. Donc on a accès à l'énergie de formation, donc l'énergie de cette réaction de C2H2. On a accès à l'énergie de sublimation du carbone solide en carbone gaz. On a l'énergie de la liaison H2, ça veut dire que ce sera la formation de H2, ça veut dire que celle de la dissociation va être l'opposé, ça sera moins. Donc, on peut écrire notre relation qui n'est autre que delta H de formation de C2H2 va être égal à quoi? À delta H de la sublimation, bien sûr, en considérant le nombre de moles, ça veut dire que ce sera deux fois delta H de sublimation, plus donc delta H de la dissociation, qui n'est autre que moins delta H de la liaison, donc H2, d'accord, plus delta H donc de cette réaction entre les deux pour avoir ces deux H2. En retrouvant celle-là, on avait dit que celle-là correspond à quoi? À l'énergie de cette liaison, et l'énergie de cette liaison, et l'énergie de cette triple liaison, d'accord? Donc, delta H de la réaction est égal à l'énergie de la liaison triple CC, plus l'énergie de la liaison CH, bien sûr, deux fois, puisqu'on en a deux, et par conséquent, on peut retrouver l'énergie de la liaison triple CC, qui n'est autre que donc, cette valeur qu'on a retrouvée. D'accord? Donc, à travers le cycle, ce que vous appelez le cycle, on a pu retrouver l'énergie de la triple liaison. Et cela comment? On a l'énergie de cette réaction, de cette formation de C2H2. On a l'énergie de sublimation, on a l'énergie de dissociation ou bien l'énergie de liaison. Donc, ce sera l'opposé. On doit chercher cette énergie qui ne correspond que à l'énergie des différentes liaisons. Donc, c'est de ces deux. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on a pu retrouver l'énergie de liaison. D'accord? On retrouve l'énergie de cette réaction, qui n'est autre que l'énergie de la formation des différentes liaisons. On a deux carbones qui vont se lier entre eux et deux hydrogènes qui vont se lier chacun à un carbone. Comme ça. C'est l'énergie de cette réaction, delta H de la réaction.
puisque dans les données, on nous a donné donc l'énergie de cette liaison CH, il suffit donc de la soustraire donc de l'énergie de cette réaction. D'accord? J'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez un doute, des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas compris avant de conclure? Je suis à votre disposition. S'il y a des questions, tout est clair? Donc, si tout est clair, ce que je vous recommande, je vais vous recommander de revenir sur le TD. Et vous avez aussi, je vais voir ici, vous avez aussi donc sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi quelques exercices des MIPC que je crois qui sont très intéressants. Sur les playlists. Est-ce que je peux retrouver ça? Donc, TD, série numéro 2, MIPC. Donc, vous avez ici ces deux-là, où vous avez différents exemples d'autres molécules, d'autres composés donc ioniques, pour lesquels vous pouvez retrouver que ce soit la représentation de Lewis, que ce soit, donc vous avez même le tableau ici que je peux voir, la représentation de Lewis, la géométrie de répulsion, la géométrie réelle, etc. On ne sait jamais. Vous pouvez donc avoir une question qui soit en relation avec l'un de ces composés. Donc, essayez de résoudre, de répondre à ces différents donc, exercices. Donc, vous avez aussi donc, ici les exercices 10 et 11, je crois que c'est de la thermochimie. Donc, vous pouvez complémenter tout ce que vous avez fait à travers ces exercices que vous avez ici. Je crois qu'ils sont bien expliqués. Même je donne des détails qui sont plus avancés que peut-être dont vous aurez besoin. D'accord? Donc, vous essayez de résoudre ces problèmes, ces différents exercices. Et donc, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, je vous recommande vivement de me les envoyer donc cette semaine et la semaine prochaine jusqu'à 24 heures avant l'examen. 24 heures avant l'examen, je ne vais plus répondre à vos questions. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui m'envoient donc des questions à 15 minutes avant l'examen. C'est vraiment impossible d'y répondre. D'accord? Donc, essayez de revoir votre cours, essayez de reprendre les TD. Je vous recommande bien sûr donc, les exercices qu'il y a ici pour les MIPC aussi, où il y a différentes molécules que vous pouvez donc résoudre. Et si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, soit vous m'envoyez donc un courrier électronique, un message sur ma boîte email, ou bien vous pouvez toujours revenir sur Teams et dans la partie donc, de discussion, donc ici, m'envoyer les différentes questions que vous avez. D'accord? Et je réponds donc pratiquement à tout le monde. D'accord? Et comme ça, donc je pourrais vous aider avant l'examen, bien sûr. Sinon, si c'est clair, je peux donner pour conclure donc, ce TD, en vous souhaitant bien sûr bonne chance pour le deuxième contrôle. Ça marche? Ça vous va? Je crois que je suis en train de me parler. Il y a peu de gens qui sont venus pour la séance de révision que je ne sais même pas si ça valait le coup. Mais bon, donc bonne chance à tous. Si vous avez des questions, vous me les posez, n'hésitez pas. D'accord? Je serai toujours disponible pour vous. Sur ce, bonne chance et donc à très bientôt, je l'espère, donc sur d'autres séances de TD. Allez, au revoir.